Bonjour à tous, excellente matinée à vous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus dans Vous êtes formidables avec, vous le savez, tous les jours, des gens formidables de la région, formidables comme le professeur Laurent Fanton que j'ai le grand plaisir d'accueillir tout de suite. Bonjour professeur, Bonjour. vous avez oublié votre mug, c'est pas grave. On vous offre à boire et vous oubliez. Vous êtes professeur médecin légiste, vous êtes le chef du service de médecine légale de Lyon, qui est, il faut le dire, l'un des plus modernes du pays. Surtout depuis 2019, vous êtes installé dans de nouveaux locaux à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. On va bien sûr s'intéresser à cette spécialité à part entière de la médecine, qui est, il faut le dire aussi, victime de plusieurs clichés. On va aussi essayer de comprendre ce qui vous a poussé, vous, à choisir ce métier vers lequel, dit-on, mais on le verra, peu d'étudiants se dirigent. Et tout d'abord, les clichés. Le plus gros, c'est l'image qu'on a du médecin légiste qui décortique des cadavres toute la journée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Je m'en doutais un petit peu. Parce que, tout simplement, les patients les plus nombreux que vous avez, il y en a à peu près 3800 par an, viennent dans le cadre de la médecine légale du vivant. C'est quoi? La médecine légale du vivant, c'est la prise en charge à la demande d'une autorité requérante. Ça peut être un gendarme, un enquêteur, un procureur de la République, d'une victime, d'une personne qui a été victime de violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, dans le cadre de violences intrafamiliales ou de tout type de violence. Alors j'ai comme chiffre, moi, un tiers de mineurs parmi les personnes que vous recevez et un quart de violences conjugales. Donc il y a des constantes, on Oui, peut le dire. Alors ces violences, vous l'avez dit, peuvent être physiques, mais aussi psychologiques. Donc c'est de votre ressort aussi. oui, tout à fait. Mais vous n'êtes pas là pour les soigner. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on est médecin qu'on ne soigne pas les gens? Alors, j'ai tendance à penser que d'abord, nous sommes souvent les premiers médecins à prendre en charge des victimes, notamment les victimes de violences sexuelles, et que la qualité de la prise en charge est, de mon point de vue, et pour l'ensemble des médecins de mon équipe, un acte thérapeutique à part entière. Je pense que le médecin légiste contribue à la prise en charge des victimes, mais à la phase initiale. Est-ce que c'est quelque chose de récent ou pas? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on accorde de plus en plus d'importance justement à l'accueil des gens, à la prise en charge psychologique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années encore. C'est quelque chose qui a fait son chemin grâce à des travaux de médecins légistes, notamment comme Liliane Daligan à Lyon, hein, qui a libéré un peu la parole des victimes. Et à partir de ce moment, les médecins légistes, mais également les magistrats, ont compris l'importance de recueillir cette parole lors de l'audition de toutes ces victimes. Et la parole, elle se recueille d'autant mieux que les gens sont en bonne condition pour parler justement, La pour dire ce qui parole. leur est arrivé. Alors votre rôle, c'est d'évaluer les dommages et les séquelles aussi. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux types de situations. Lorsque les victimes viennent de se faire agresser, notre rôle est de les écouter et puis effectivement de décrire toutes les violences que leur corps va supporter, ecchymose, plaies, tout ce qu'on peut imaginer, morsures. Et puis également d'évaluer le retentissement psychologique des faits qu'elles ont subis immédiatement. Ça, c'est lors de la phase initiale. Et puis nous sommes effectivement parfois amenés à l'occasion d'expertise, de rentrer un petit peu plus précisément dans les dossiers. Et ça, c'est une autre histoire. Parce que c'est vrai que les blessures les plus douloureuses ne sont pas forcément celles qui se voient. Et ça, il faut en prendre Tout à compte. fait. Il y a toute une dimension psychologique. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? On se prépare d'abord en étant formé. Aujourd'hui, les jeunes médecins légistes sont formés à recueillir la parole des victimes. Ça fait partie de la puisque- formation initiale. Tout à fait. Il y a des techniques d'entretien qui sont adaptées à l'âge des victimes et on n'écoute pas un mineur comme on écoute un majeur. Oui, alors, on le rappelle, hein, vous intervenez uniquement à la demande de la justice. Si moi, particulier, je viens vous voir pour des questions particulières, vous ne me recevez pas. Alors, C'est pas un reproche, hein. non, je l'entendais bien comme ça. Jusqu'à peu de temps, nous intervenions uniquement je dirais, en deuxième ligne sur réquisition, mais depuis maintenant quelques mois, une circulaire interministérielle justice-santé prévoit que des victimes, notamment de violences sexuelles qui ne souhaitent pas porter plainte, puissent être prises en charge dans des CHU par des médecins légistes et se voir remis un certificat sans passer
par une procédure judiciaire immédiate, ce qui leur laisse le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'elles veulent faire de certificat et si effectivement elles veulent dans un second temps porter plainte. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça, c'est très récent parce que jusqu'à présent, effectivement, il fallait passer par le dépôt de plainte. Alors, on a parlé de vos premiers patients qui sont en vie, heureusement pour eux, malheureusement pas toujours en très bon état, mais vos seconds patients, eux, ils sont au nombre, je crois, d'à peu près 1 millier par an. Eux, ils ne sont plus en vie du tout. Vous faites 1 millier d'autopsies, c'est ça. Et là, l'objectif, c'est de déterminer les causes du décès. C'est l'objectif unique. L'objectif, c'est de déterminer la cause médicale du décès, c'est-à-dire de mettre en évidence là où les lésions qui ont entraîné le décès, mais la seconde partie de l'autopsie médico-légale vise à déterminer les circonstances dans lesquelles le décès est arrivé et pour la justice, puisque c'est la problématique principale, écarter l'intervention notaire ou s'il y a une intervention notaire, préciser dans quelles conditions cette intervention est survenue. Et je parle naturellement des homicides. Donc ça, on se sert de ses compétences médicales. Il y a un travail d'enquêteur quelque part aussi, ou c'est le travail de la police scientifique, ce sont deux métiers différents? Le fait criminel est un fait dont l'appréciation repose sur l'addition de compétences. Dans ces compétences, c'est une espèce de puzzle. Ouais. Vous avez le travail de la police scientifique, vous avez le travail des enquêteurs et vous avez le travail du médecin. C'est le magistrat qui va faire la synthèse et qui va construire ce puzzle. Donc le médecin n'est pas un enquêteur. Donc c'est un des éléments C'est un des éléments importants dans le cadre d'une enquête criminelle. Oui, alors je disais, il y a des clichés. Il y a le médecin légiste qui passe son temps à triturer les cadavres, pardon pour l'image. Il y en a un autre, c'est que les résultats qu'on obtient, les résultats d'analyse scientifique, arrivent tout de suite. Alors ça, ces clichés sont véhiculés par les séries télévisées, par la télévision. Ça aussi, c'est faux pour l'instant. Alors ça dépend de quels résultats on parle, mais il faut souvent beaucoup de temps pour obtenir des résultats d'analyse scientifique. Une autopsie médico-légale, c'est un acte technique qui dure de 1h30 à de nombreuses heures. Au cours de cet acte technique, on réalise des prélèvements pour examiner sous le microscope, par exemple, une plaie. On réalise des prélèvements pour évaluer le profil toxicologique de la victime au moment du décès. Et ces analyses secondaires, elles vont nécessiter effectivement un certain temps. Ce délai, il peut être raccourci, mais globalement, on considère qu'on ne peut pas rendre des résultats préliminaires en moins de 48-72 heures. Ouais. Le rendu moyen est autour de 2 mois pour des dossiers qui sont vraiment complets, avec le retour de toute l'investigation qu'on a réalisée. Alors les causes du décès ne sont pas toujours évidentes, même pour vous. Les techniques ont beaucoup évolué. Qu'est-ce qui les a fait le plus avancer? On pense évidemment à l'ADN. C'est le cas ou est-ce qu'il y a d'autres techniques qu'on connaît moins dans le grand public et qui vous servent aussi? Alors l'ADN a été incontestablement un progrès vraiment très très important en matière criminalistique puisqu'il a permis naturellement via les microtraces de pouvoir mettre en évidence des profils de l'auteur ou des auteurs supposés des faits, dans des faits criminels, que ce soit une triangulation par exemple lorsqu'il y a eu un contact avec la victime, naturellement dans les violences sexuelles. Mais aujourd'hui, ce qui a fait avancer le plus la discipline, c'est probablement la radiologie, un petit peu également l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'examen microscopique des prélèvements qu'on va réaliser, parce que le progrès dans ces deux domaines nous permettent aujourd'hui d'avoir des réponses plus rapides sans forcément intervenir directement sur le corps. Donc ça, c'est pour la radiologie, c'est très très important. Et puis l'anatomopathologie nous permet aussi d'être plus précis sur des questions très importantes pour le magistrat, comme par exemple la datation des lésions ou comme par exemple le délai d'agonie d'une victime. Ce sont des choses qui, devant une cour d'assises, ont, vous imaginez, une très très grande importance. Oui. Alors dans les clichés, il y a ce cadavre, là où la personne est morte à 19h12, ça n'existe pas, c'est impossible. Alors ça, il faut l'oublier. L'évaluation des post-mortem, c'est le grade du médecin légiste, mais très clairement, aujourd'hui, on n'a pas de technique qui nous permet de répondre aussi précisément que le font nos collègues des séries télévisées. Oui, alors on l'a vu, l'ADN, c'est vrai que ça fait beaucoup de progrès, ça fait beaucoup avancer votre travail. Est-ce qu'il y a de nouvelles techniques qui sont en train d'arriver, d'être testées? Moi, j'ai lu quelque part, j'ai passé de la science-fiction, qu'on était capable de savoir ce que l'assassin, dans le cadre d'un assassinat, de ce qu'il avait respiré, donc d'où il était allé. C'est de la science-fiction, ça, ou on est sur cette voie-là?
Là, c'est un En petit laissant peu... des traces sur le corps de C'est sa un petit victime. peu la science-fiction. Alors là, on rentre dans le cadre plutôt de la criminologie, de la criminalistique, pardon, des investigations policières avec l'odorologie. Effectivement, sur des scènes de crime aujourd'hui, on va faire des prélèvements sur le corps pour capter l'odeur qui a été laissée par l'auteur Voilà. supposé des faits. Et ensuite, des On chiens sont... déduit de certaines choses. Donc, j'avais pas lu que des choses de science-fiction. On va voir notre première photo Instagram, pardon, tout de suite, qui est une ville que vous connaissez bien. Voilà, c'est le quartier Saint-Jean, c'est Lyon. Pourquoi Lyon? C'est là où vous exercez. Ville qui a toujours été en pointe, je crois, en matière de médecine légale et de police scientifique. Les deux sont liés. Les deux sont étroitement liés, puisque pour résoudre une affaire criminelle, c'est l'addition des compétences, de ces deux compétences qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Ouais. Alors la médecine légale est née, je crois, en France au 19e siècle. C'est bien ça. Je crois que les fondements sont antérieurs. Il paraît que dans l'Antiquité, on s'y intéressait déjà, mais c'est sans doute remonté trop loin pour voir des choses précises. Alors 2000 ans avant Jésus-Christ, effectivement, on évoque, on a le code d'Hammurabi qui quelque part renvoie aux prémices de la médecine légale. Et puis ensuite, il y a Charles Quint qui a développé aux alentours de 1500 un corps de médecins qui était destiné qui devait répondre à des questions sur une affaire criminelle. Et puis ensuite, globalement, c'est autour du 19e siècle, avec, vous avez raison, hein, une école lyonnaise qui a été vraiment très, très importante dans le développement de cette discipline. Est-il vrai que la religion a retardé ce travail parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir les corps pendant longtemps? Non, parce que quand cette discipline... On le faisait en cachette? Non, enfin j'espère. Non, quand cette discipline a émergé, je crois qu'on avait déjà un peu dépassé ce que vous évoquez, qui était mon rapport avec les premières autopsies, mais scientifiques, lorsque les anatomistes ont commencé à travailler. Ouais. Deuxième photo Instagram, on la voit tout de suite. C'est un village du Jura que vous connaissez bien. Je vais vous laisser prononcer son nom dès qu'on l'aura vu. Ah bah là, pour deviner... Moi, je ne les ai pas vus avant les photos, mais là, c'est difficile. Ça doit être l'Ajoux. Oui, c'est ça. Oui, l'Ajoux. C'est là où vous avez été élevé, je crois, avec vos cousins. Et c'est l'endroit où vous vous ressourcez. Oui, donc l'Ajoux, très clairement, c'est un petit village du Haut-Jura Sud qui constitue le cœur battant de ma famille, où j'aime beaucoup me ressourcer, parce que j'aime beaucoup le Jura et ce massif très, très particulier, très attachant, extrêmement beau l'été, mais également l'hiver. Sachant que vous êtes né à Vienne, oui, en Isère. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à vous diriger vers ce métier, parce que on se dit que ça ne doit pas être drôle tous les jours, non seulement pas drôle, mais travailler si près de la mort tout le temps. Alors pas tout le temps, hein, parce qu'il y a une médecine légale du vivant, on l'oublie pas, hein, on ne sombre pas dans les clichés. C'est quand même un métier difficile. Alors d'abord, je crois que quand on choisit ce métier, avant d'être médecin légiste, on est médecin. Et quand on est médecin, c'est quelque part, on prend beaucoup de plaisir à soulager la souffrance ou à soigner les autres. Donc il faut avoir de l'empathie. Ouais. Donc si j'ai choisi ce métier, c'est parce que... Là, quand vous faites une autopsie, vous ne soulagez pas grand-chose. Hein. Alors, je ne soulage pas grand-chose, mais la relation qu'on a avec les gens qu'on autopsie, très, très sincèrement, pour nous, ce sont nos patients. Et ça, je le dis très, très souvent. J'autopsie pas des cadavres, j'autopsie des patients, je réalise un acte diagnostique, je réalise un diagnostic qui est important pour eux, qui quelque part va avoir des conséquences très importantes par rapport au respect qu'on leur doit, par rapport à ce qui leur est arrivé, mais également pour leur entourage. Alors ça, c'est vos visions. Moi, j'ai écouté le témoignage d'une médecin légiste qui disait « Moi, je me concentre sur la merveille biologique, parce que le corps, c'est une merveille biologique, et j'essaie de mettre de côté l'humain, parce que c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas s'investir aussi souvent. » Alors, je vous dirais que personnellement, j'ai un peu de peine. L'acte technique fait partie des choses qui font l'intérêt de cette discipline qui est très transversale. Mais je crois qu'on ne peut pas complètement se départir de la question de la personne qu'on est en train d'autopsier, parce que, en tout cas pour moi, c'est pas trop possible. J'imagine que c'est une façon de se protéger aussi, quand on essaie d'ignorer l'humain pour voir que la mécanique. Oui, probablement qu'il faut prendre une certaine hauteur pour ne pas être aspiré par la violence que supportent parfois les corps, qu'ils soient décédés ou qu'ils soient vivants. Mais je pense qu'une trop grande distance n'est pas forcément quelque chose qui soit très, très bon dans cette discipline. En tout cas, ce n'est pas mon attitude.
On imagine que vous avez vu toutes les horreurs possibles et imaginables. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore dans l'horreur? Aujourd'hui, je dirais que Laurent n'a pas de limite par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai pu ressentir, mais que je reste parfois effectivement étonné du comportement que peuvent avoir des êtres humains vis-à-vis de vis-à-vis d'autres personnes. On va écouter notre question formidable tout de suite. Laurent, il semblerait que la médecine légale ait beaucoup de mal à recruter de jeunes médecins. Est-ce vrai? Et pourquoi, à votre avis? Alors, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on entend dire. Non, la médecine légale n'a pas de mal à recruter de jeunes médecins. La discipline médecine légale en tant que discipline est apparue il y a 3-4 ans maintenant, ce qui fait qu'on peut choisir médecine légale comme on choisit chirurgie Voilà, c'est ce que je disais, c'est une viscérale. médecine à part entière, c'est pas une spécialisation. Avant, c'était une surspécialisation, Ouais. ça s'appelait un DESC, un diplôme d'études complémentaires. Aujourd'hui, c'est un DES, donc comme on choisit cette discipline, cette spécialité comme les autres. Et un certain nombre d'étudiants sont très intéressés par la discipline. Et ce que je peux vous dire, c'est que mon service est extrêmement choisi par les étudiants de 4e année au cours de leur externat, mais vraiment extrêmement choisi. Parce que vous êtes un des meilleurs, un des plus modernes. C'est ça qui doit les attirer. On va accueillir votre invité coup de cœur tout de suite, qui est Isabelle Massona-Modolo. Je lis mon papier parce que j'ai du mal avec les noms composés. Merci d'être avec nous. Ah, elle est sympa Isabelle, elle vous apporte votre elle est mug. très sympa, Elle Isabelle. pas vous étiez soif. Donc Isabelle qui est psychologue clinicienne et Laurent Fanton, pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité l'avoir à vos côtés aujourd'hui? Alors, Isabelle, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît et on a fait connaissance lors d'une discussion sur l'amélioration de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est comme ça que depuis quelques années on travaille ensemble. Isabelle, c'est quelqu'un qui est extrêmement investi sur une thématique qui est particulière, qui est la violence et toutes les situations à risque auxquelles peuvent s'exposer les personnes gays. Et là, on a un pont entre nous, puisque récemment, elle s'est aussi beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le chemsex, parce qu'elle en dira quelques mots. Et puis, dernière chose, Isabelle Massona-Modolo est vraiment d'une très 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 haute compétence et sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié par l'ensemble des gens qui travaillent avec elle. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur pour lui poser 3 questions. C'est vrai que vous êtes spécialiste donc dans le VIH. On a un peu l'impression qu'il est passé à la trappe avec l'arrivée de la Covid-19. Est-ce que ça a des conséquences, ça? Alors, ça a eu surtout des conséquences sur le dépistage. C'est-à-dire que du coup, il n'y avait plus la possibilité de se faire dépister aussi facilement. Et là, il y a eu 2 ans avec une baisse des dépistages. Et qui dit baisse des dépistages, dit aussi retard dans la prise en charge d'un traitement qui aurait pu être fait avant. Oui. Alors, votre travail, c'est quoi, vous, par rapport à cette spécialisation-là? Alors, il a beaucoup changé entre hier et aujourd'hui. Hier, on accompagnait des patients vers la mort. C'était chronique d'une mort annoncée. Ouais. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Et puis, on a vu passer des patients qui, après avoir survécu, ça a été vraiment extraordinaire. On désirait avoir des enfants. Et puis, aujourd'hui, on est dans une problématique complètement différente. C'est-à-dire que c'est presque oublié, même pour des personnes qui sont séropositives aujourd'hui. Mais je dis bien presque, parce que c'est pas aussi évident que ça. Et on a surtout une activité aujourd'hui de prise en charge aussi de personnes qui continuent de prendre des risques dans des activités justement telles que le chemsex aujourd'hui, qui est une préoccupation. Qu'est-ce qu'on appelle importante. le chemsex? Moi, je découvre des choses aujourd'hui, mais je suis là pour ça. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc le chemsex, c'est une pratique qui a pour... On prend des produits, des substances psychoactives dans un objectif d'avoir du sexe. Ouais. Donc ce sont des nouveaux produits de synthèse, des catinones, et l'effet recherché est un effet désinhibant, de lâcher prise, on dit aussi. Donc, pour caricaturer, on fait n'importe quoi après. C'est-à-dire qu'on peut ne pas prendre de précautions alors qu'on va en Absolument. prendre. On peut ne pas prendre de précautions, bien évidemment,
Et puis surtout, on risque une addiction en fait à ces produits aussi. Ouais. Alors votre travail doit être compliqué, j'imagine, parce qu'il ne faut pas s'élever en mère la pudeur. Vous n'êtes pas là pour, pour juger les gens, mais en même temps pour essayer d'orienter leurs actions pour pas qu'ils se mettent en danger. On peut dire ça comme ça? Oui, pour qu'ils essayent aussi de comprendre ce qui les pousse à faire quelque chose contre une partie d'eux-mêmes aussi. Mais je pense qu'il est quand même moins compliqué que celui de Laurent de ce côté-là. Oui. Donc c'est de la pédagogie avant tout? Non, ce n'est pas de la pédagogie, c'est une rencontre avec quelqu'un. C'est essayer de rendre l'autre lisible à lui-même à partir du moment où on l'écoute suffisamment longtemps. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qu'il faut pas négliger. C'est-à-dire c'est un accompagnement sur le long cours. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux aujourd'hui. C'est un choix que vous avez fait. Ouais. Pour quelle raison? C'est peut-être indiscret. Vous me le dites, si je suis indiscret. Non. Mais c'est vrai que ça paraît tellement difficile et en même temps passionnant. Non, alors ça a été une rencontre. On rencontre toujours sa névrose un petit peu dans le travail, finalement. À qui le dites-vous, le grand timide que je suis a fait une drôle de rencontre pour ce travail? Donc certainement qu'il y avait une histoire un peu traumatique dans ma propre histoire et du coup d'aller vers des personnes qui mouraient. À l'époque, ça a été quelque chose d'assez fort. Et puis ensuite, je me disais toujours, en tous les cas, je resterai jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose. Et puis, depuis 1996, j'y suis tout le temps, parce que j'ai rencontré d'autres personnes. On a trouvé des choses pour soigner. Ouais. On n'en guérit toujours pas. Ouais. Mais ça, les gens le savent de moins en moins, notamment les jeunes générations qui n'ont pas vécu les années SIDA. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de ce côté-là, de réinformation, parce qu'on n'informe quasiment plus sur cette, là, je suis heureuse de vous entendre. On va pouvoir travailler ensemble, parce qu'effectivement, c'est une véritable question. C'est-à-dire qu'on a voulu oublier toutes ces années, comme toutes les histoires trop dramatiques, on a voulu les oublier. Ça a permis aussi à nombreux patients de pouvoir passer aussi à autre chose, qu'on les ait oubliés. Mais malgré tout, ça reste un problème important. Ça met en danger les générations qui arrivent et qui ne sont pas informées. Oui. Bon, il faudra qu'on en reparle. Merci en tout cas d'être venu. Merci de nous avoir permis de connaître Isabelle. On va rester ensemble et on va retrouver Loïc Ballet tout de suite qui explore des territoires de la région. Cette semaine, il est à Yssingeaux. Le gourmand qu'il est a évidemment pris le chemin de la très réputée École nationale de la pâtisserie, l'École nationale supérieure de la pâtisserie, dans laquelle il a rencontré 2 personnes. Et là, il va falloir choisir. On fait travailler un petit peu. Alors, il a rencontré un formateur qui initie les élèves aux techniques de la 3D. L'objectif étant de réaliser des moules de pâtisserie sur mesure pour des pièces originales, dont certaines seront tout simplement même uniques. Ou alors, à part leur formateur, vous êtes peut-être sensible au travail de Romain qu'on aperçoit. C'est un prof qui s'est spécialisé dans les pâtisseries sans gluten et sans lactose, destinées aux gourmands qui, comme lui, souffrent d'une intolérance ou d'une allergie aux produits qui en contiennent. Alors, plutôt la 3D ou plutôt... Plutôt la pâtisserie sans gluten. Sans gluten. Oui. Vous êtes allergique, une intolérance, vous en connaissez? Non, mais je dois voir à quoi ça ressemble. C'est le côté médical. Ouais, curiosité aussi. Eh bien, on y va, tout de suite, avec je vous Romain. dis que ce gâteau a été réalisé sans gluten et sans lactose. Vous allez me dire, ils sont vraiment très forts à Yssingeaux. Eh bien non, le chef le plus fort, c'est lui, c'est Romain, allergique au gluten et surtout ayant des enfants allergiques au lactose. Il s'est penché sur la question. Qu'on a sous nos yeux a été fait sans... Tous les produits ont été faits sans gluten. D'accord. Et juste un produit également qui a été fait en plus sans produits laitiers. Donc ça convient à toutes les personnes qui sont allergiques au lactose ou aux protéines de lait de vache. Aujourd'hui, quand on est pâtissier, on est forcément obligé d'aborder la question. Ah oui, on est obligé d'aborder la question parce qu'on a une demande de la clientèle. Il y a un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui est en train de se développer. Donc en fait, il faut développer des produits sans gluten pour répondre à la demande de notre clientèle. Donc là, sur le premier entremets, on a un entremets à base de fraises avec un tout petit peu de chocolat lait et un agrume qui s'appelle calamansi. Nous avons une tarte chocolat croustillante, donc avec une pâte sucrée qui est sans gluten, avec un croustillant paillet feuilletine, une ganache caramel fleur de sel et après des éventails en chocolat. Là, des macarons revisités. Du coup, dedans, il y a une ganache montée qui est sans produits laitiers. Donc ça qui est un peu, on va dire, difficile à réaliser, ça a demandé un peu de recherche. Alors juste comment vous en êtes arrivé, vous, à vous poser toutes ces questions sur le sans gluten? C'est à cause de mes allergies. Donc du coup, déjà, il y a 5-6 ans, j'ai enlevé les produits
où il y en a le plus, comme le pain, les pâtes, etc. Et petit à petit, mon allergie a augmenté et il a fallu que je réduise de plus en plus. Et alors, le sans lactose, j'ai cru comprendre que vous aussi, c'est une histoire de famille. Mes enfants, dès la naissance, ils ont été allergiques aux produits laitiers. Donc là, rebelote, il a Donc fallu là, rebelote. recommencer à trouver des solutions. Exactement. Donc du coup, là, on va réaliser une pâte sucrée du coup sans gluten. La farine de riz, ensuite farine de maïs, fécule de pomme de terre et j'ai de la fécule de tapioca. Mon sucre glace, on va dire comme dans une recette classique. Sucre glace. Sucre glace, ok, pour la sucrer. poudre d'amande, de l'œuf et un peu de sel, augmenter le goût du produit, quoi. Après, la plupart des industriels, ils mettent en fait des additifs. Ça, moi, je l'ai banni de mes recettes. On sait que manger trop d'additifs, on va dire que c'est pas bon sur le long terme pour la santé. Donc moi, dès que je crée une recette, même si je mets plus longtemps à la créer, je les enlève de mes recettes. Ça veut dire qu'on peut ne même pas se rendre compte qu'il n'y a plus de blé ou de gluten dedans. Exactement. On fait pas la différence au final. Une fois qu'on a notre tarte au chocolat qui est montée, notre tarte chocolat cacahuète caramel, ça, on voit pas la différence si on la goûte. Moi, j'ai envie de goûter les macarons, là. Je peux Eh ou ben pas allez-y, ouais, J'y vais c'est chocolat mûr. D'accord. Je fais comment? Je croque dedans, là, comme ça là Ouais, allez-y, ouais. C'est comme ça qu'on remarque les plus gourmands. Texture et d'élasticité parfaite. Sucrosité, c'est gourmand. Il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait, merci. Voilà, merci à Loïc que vous retrouvez tous les vendredis, vous le savez, dans Vadrouille à 9h50. C'est juste après cette émission. On est toujours avec le professeur Laurent Fanton, qui a les yeux qui pétillent de gourmandise. Ça vous a fait envie? Ah oui, c'est un très très bon. Sans lactose et sans gluten, et on peut se régaler quand même. Que demande le peuple? C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous? C'est la question rituelle de cette émission. Quelqu'un de formidable pour moi, c'est quelqu'un chez qui je vais retrouver des valeurs qui sont très importantes pour moi. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de médiatique, c'est pas forcément quelqu'un de, comment dire, extraordinaire au sens-là. C'est quelqu'un de très humain avec des valeurs humaines très profondes. C'est quelqu'un de fiable. Ce qu'on n'empêche pas que ça peut être quelqu'un aussi de très brillant comme Madame Modolo. Très bien, on a compris. On va accueillir quelqu'un de formidable tout de suite. On parle souvent de solidarité dans cette émission. On a le plaisir d'accueillir Christophe Caillet qui nous rejoint tout de suite. Le voici, le voilà. Bonjour Christophe. Bonjour Avec Alain. vous, je vous en prie. Alors Christophe, vous avez décidé de livrer des médicaments en Ukraine. Vous êtes crétois, je précise, pour les mouvements géographiques. Cré, c'est une ville de la Drôme. Vous n'avez pas pu rester insensible au désarroi des Ukrainiens. Alors, il y a une petite raison à ça, c'est que votre épouse et son fils sont originaires d'Ukraine, et plus précisément de la région de Vinnytsia, qui est au sud-ouest de Kiev. Et vous avez déjà fait un aller-retour. Oui, c'est ça. Et moi, j'aimerais savoir comment s'est passé cet aller-retour. Eh ben, écoutez, ça s'est pas trop mal passé. Déjà, je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait accompagné par 5 autres chauffeurs. On est parti avec 3 camions, donc 6 chauffeurs. Et l'objectif, c'était de faire un aller-retour éclair. Et on a mis 5 jours pour faire 5000 km. Ah oui, ça fait beaucoup. Il faut s'armer de C'est, patience. Et vous ne saviez pas si vous pourriez passer. Vous êtes, je veux dire, armé auparavant, entre guillemets. Ça, vous aviez les papiers nécessaires pour pouvoir passer. Ça vous a beaucoup aidé, d'ailleurs. Parce Oui, que tout à c'est fait. pas, Ouais. c'est pas facile à aller là-bas. On s'est bien organisé. On avait un papier officiel de la ville de Vinnytsia. Alors, quand je dis que vous avez livré des médicaments, il n'y a pas que ça. Quels sont les besoins les plus importants, sachant que le problème, toujours dans ces situations-là, c'est qu'il y a beaucoup de générosité, mais on envoie un peu tout et n'importe quoi, et il y a des choses qui finissent à la poubelle. Alors, quels sont les vrais besoins? Les vrais besoins aujourd'hui, c'est déjà les vêtements, c'est plus la peine, c'est pas la priorité. On a vraiment besoin de tout ce qui est alimentation, non périssable bien sûr, tout ce qui touche le bébé. Il y a 4000 naissances par jour en Ukraine, dans des conditions que vous imaginez. Vinnytsia est une ville où il y a beaucoup de passages de réfugiés, donc il y a énormément de besoins. Donc il y a une surpopulation due à ces arrivées Voilà. massives donc, de réfugiés. Et il y a besoin aussi de tout ce qui est médicaments, tout ce qui peut être utile comme des garrots, toutes les blessures de guerre. Des pansements, j'imagine. Des aussi. pansements, pour faire des sutures. Ouais. Il y a des classes particulières de médicaments qui sont utiles ou certaines qui sont inutiles, qu'il n'est pas la peine de leur. Alors, après, leur honnêtement, apporter. je n'aurais pas la compétence pour vous dire exactement les médicaments qu'il faut, mais par contre, on essaye régulièrement de se tenir informé des besoins nécessaires et on réactualise
les besoins régulièrement sur la page Facebook. Alors ce premier voyage, vous l'avez dit, 5 jours pour y aller, qui vous a donné des choses? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mobilisation de la population autour de vous? Oui, c'est vraiment énorme. Il y a énormément de mobilisation. Alors, ça s'est diffusé beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Ouais. Donc ça a été vraiment énorme. Donc il y avait beaucoup de gens proches et non proches. On a eu les médias qui nous ont un peu aidés, comme le Dauphiné ou autres. Et là, on a eu des aides de municipalités qui nous ont appelés, qui ont fait des collectes, qui les ont ramenés et qui nous ont aidés aussi un peu financièrement. Oui. Donc Alors ça c'est important aussi, vous l'avez dit, on a tous remarqué que le prix de l'essence a légèrement augmenté. Donc pour se rendre là-bas, c'est à combien de kilomètres au fait? Il y a 5000 km. 5000 kilomètres, c'est ça? Aller-retour. Hein. Oui, aller-retour, donc il faut de l'essence, donc il faut un peu d'argent. Donc on peut vous aider. Vous avez une association qui s'appelle Cahier Sport Auto. Elle existait pour autre chose, elle a une nouvelle fonction, j'allais dire. Donc on peut contacter cette association. On a toutes les coordonnées nécessaires. Vous allez avoir un mail qui s'affiche, un compte Facebook et votre numéro de téléphone. Donc n'appelez pas pour dire justement vous êtes sympa, vous faites des choses bien. Il faut appeler soit pour aider financièrement, soit pour apporter donc des choses qui vont aider. Vous préparez un deuxième voyage? Oui, tout à fait. Alors, vous avez déjà récolté assez de choses ou est-ce qu'il y a des manques? On est en train de remplir, ça avance bien, on a pas mal de choses qui arrivent. Par contre, c'est vrai qu'on est très sélectif sur ce qu'on récupère, hein, donc Oui, on refait un tri. Il faut le moins de gaspillage possible. Voilà, il ne faut pas de gaspillage et puis bon, il faut être efficace le plus possible. Ouais. Donc, Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti en allant là-bas. Alors, c'est qu'il y a un lien via votre épouse et son fils, on l'a compris. Quel effet ça fait quand on est habitant de la France, un pays en paix, et qu'on se retrouve dans ces circonstances qui sont particulières? En fait, étonnamment, on ne ressent pas ce qu'on pourrait croire. Quand on arrive là-bas, on est tellement accueilli d'une façon tellement généreuse que c'est difficile à comprendre ce qu'on a ici, tout le confort. On arrive là-bas, on amène de quoi les aider et en réalité, on a l'impression que c'est eux qui nous accueillent avec des bras. Ça, c'est énorme. Donc, vous avez eu les coordonnées, on peut vous aider. Vous partez pour un deuxième voyage, il est prévu pour le quand? 26. Le 26 avril. Et on vous invite au retour, en espérant que tout sera bien passé. Et vous nous raconterez ce que vous avez vu là-bas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est l'heure de retrouver les 120 secondes écologiques de Simon. Alors Simon Remise, c'est le jeune chroniqueur comédien de la compagnie Insolite Fabrique que vous retrouvez régulièrement dans cette émission. Il est soit avec nous en plateau, soit dans des vidéos qu'il nous fait. Et aujourd'hui, il nous livre ses réflexions sur la place des voitures dans nos villes. C'est savoureux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle depuis une place de parking. Les gens derrière moi sont en train de manifester. Mais pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de galérer à trouver une place de parking pour garer leur voiture confortable dans laquelle ils s'empressent le matin de monter pour aller travailler. Mais le soir, quand il faut repartir et retrouver la maison, que tourner dans le quartier pour ranger la voiture devient une galère atroce. Alors moi je dis stop! Arrêtez de râler, de vous créer de stress. Regardez les conséquences de toutes ces voitures embouteillées ici et là. Ce n'est plus possible. Nous respirons trop de CO2, trop de pollution pour nos poumons. Et puis le bruit des moteurs qui polluent aussi nos oreilles. Et puis toutes ces voitures en ville qui nous gênent pour circuler, nous les piétons. Tout ça contribue au réchauffement climatique. Suffit! Prenez vos vélos, vos jambes, vos trottinettes. Tout ça sert à nous déplacer facilement dans la ville. Et en plus, ça fait du bien au corps. Regardez ce corps d'athlète, habitué à se déplacer en bus, à pied ou en trottinette. Allez, à bientôt! Voilà, c'est Simon Remise, professeur, je vais avec un regard amusé, admiratif en même temps. On va accueillir Guillaume Terrien, tout de suite, notre champion de France d'orthographe, qui s'est intéressé à votre, pas spécialité, mais à votre univers, j'allais dire. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Puisqu'aujourd'hui, vous vous intéressez aux racines grecques des mots qui désignent des organes du corps humain. Alors déjà, est-ce que tous les mots qui désignent des organes du corps humain ont des racines grecques uniquement ou pas? Ah non, il y a toujours l'équivalent en latin.
C'est Ah, vrai que on est toujours à une parité Exactement. latin-grec. Je me suis concentré aujourd'hui sur les racines grecques, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on commence par le haut, par la tête, Exactement. Donc, qui se dit céphale. Oui, c'est ça. J'ai pas fait grec, moi. Vous avez fait grec? Non. Bon, on est deux. Donc, vous connaissez tous les mots qu'on va évoquer. Le peut-être. mal de tête, c'est la céphalée. La céphalée. Ah bah oui, céphalée, on s'en serait un petit peu douté. La migraine. Un petit point sur migraine. Migraine, ça veut dire la moitié du crâne, en fait, hémicranie. Étymologiquement, oui. Ah Parce oui, que on moitié de aurait crâne. des migraines que d'un côté du cerveau. Ça, je laisse après le spécialiste confirmer. On a également le bicéphale, c'est quand on a deux têtes. Oui. Bicéphale, tricéphale également. Polycéphale, c'est quand il y en a plusieurs. Et acéphale, c'est quand il n'y en a pas. Alors tricéphale, ça s'applique à quoi? Alors on peut parler c'est soit le sens propre, soit le sens figuré. Par exemple, un monstre tricéphale. Ah oui, oui. Voilà, au Donc sens on est propre. dans Alors dans ça la reste de la science-fiction, fiction, on bien peut sûr. imaginer. Et puis au sens figuré, c'est une direction tricéphale, avec trois personnes. Oui. Ah oui, c'est vrai, au sens figuré. Voilà. Donc ça marche acéphale, bicéphale, tricéphale, polycéphale. On a également l'électroencéphalogramme, Ah oui. avec la racine céphale à l'intérieur. Là, on arrive dans les mots les plus grands de la langue française. Professeur, on prend un cours tous les deux, là. Oui, tout à fait. Ensuite, on peut descendre d'un cran, on arrive à la main. La main, racine grecque, chir ou kir. Donc C-H-I-R, et vous avez la chirurgie, je vous le donne en mille, la Et il y a chirurgie. chiropracteur aussi. Exactement. Quelqu'un qui travaille avec les mains. Oui, c'est ça, manipulation avec les mains. Chirurgie, étymologiquement, c'est le travail avec la main. Voilà. Donc chiropracteur, vous l'avez dit. Chiromancie, la divination avec les mains. On a les chiroptères, ce sont les chauves-souris, les chiroptères. C'est rigolo, étymologiquement, ça veut dire main-aile. Parce qu'ils ont des ailes qui ressemblent à des mains, il y a des espèces D'accord. d'organes homologues à la main. On passe ensuite au pied, Pied. de la tête aux pieds, la racine pod. Oui. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, Alain? Ça me rappelle la semaine dernière parce qu'on parlait des métiers du cirque. Oui. Et il y avait une spécialité. Alors moi, j'avais oublié ce que c'était. C'était les jongleurs qu'on appelle des. Je vous renvoie la question. Des antipodistes. Antipodistes, voilà. Qui sont sur le dos, sur un siège adapté et qui jonglent avec les pieds. Voilà, les antipodistes. Et puis on a bien sûr la bande podotactile. On voit ça partout au bord des quais, au bord des trottoirs. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Ouais. on ressent les picots. Le podomètre qui calcule le nombre de pieds, de pas qu'on fait. Le podologue, bien entendu. Ah oui, on a des applications maintenant qui sont l'équivalent de ça, en fait. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, racine pod, le pied. On passe ensuite, on remonte un petit peu, on passe à l'oreille, avec la racine grecque haute. C'est haute. Haute, ôté, voilà. Ah oui, c'est bref. C'est tout petit. On a l'otite. L'otite, Ouais. c'est l'inflammation de l'oreille. Ouais. On a un mot assez drôle, c'est l'otarie, assez inattendu. L'otarie, l'animal, l'otarie. Parce qu'il n'a pas d'oreille. Il en a une toute petite. Une, mais invisible. Toute petite. Ouais. Ça veut dire étymologiquement petite oreille. Donc théoriquement, il y a un petit c'est quelque ça. chose. Ouais, il faudrait voir les spécialistes en animaux, mais théoriquement, c'est ça. On a le myosotis, qui veut dire l'oreille de souris, étymologiquement. Ouh, Myosotis. c'est joli, ça. Pleurote. Le pleurote, c'est un nom masculin au C'est passage. un champignon. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire oreille de côté. Ah oui, étymologiquement. c'est un pleurote. Moi, j'aurais dit une pleurote. Un pleurote, ça c'est un piège aussi dans l'édité Ouais, ouais. qui fait chuter à chaque fois. Et le médecin de l'oreille, Alain, vous connaissez comment on appelle je le connais. médecin de l'oreille? Alors, on appelle souvent des otorhinos, mais en fait, le vrai nom, c'est otorhino-laryngologiste. Voilà, c'est parce qu'il y a plusieurs spécialités. ça. Ça fait partie des noms un petit peu longs de la langue Exact. française. Excellente transition, parce qu'on a non seulement la racine auto de l'oreille, mais on a aussi la racine, dans ce mot-là, rhino, qui est... Le nez. Voilà, c'est ça. Donc le médecin va traiter l'oreille, le nez et la gorge. On va Des dire. gorges-oreilles, en fait. Ouais. Les mots de la racine de rhine, donc de la même famille, il y a la rhinite, l'inflammation du nez, et puis le rhinocéros, toujours dans les animaux. Rhinocéros, la racine rhine, c'est le nez également. Et en fait, céros, c'est la corne. Donc, Ah, la corne à la simplement- place du nez. Voilà, une D'accord. corne, ou un nez en corne. Oui. Et petit point sur la beauté de la langue française, c'est qu'on a toujours RHI. Vous voyez, c'est facile l'orthographe en fait. Rhinocéros, RHIN. Mais ça, quand Parce on que c'est connaît la les racine. racines, on fait Voilà, moins de c'est fautes ça. d'orthographe. C'est un puzzle. Hein. On a quelques pièces de base et on construit beaucoup de mots avec. La langue, s'il nous reste encore un petit peu de temps, la langue, c'est la racine glotte, glosse, glotte. Donc on a polyglotte, celui qui parle plusieurs langues. On Ouais. parlait tout à l'heure de l'équivalent latin, c'est plurilinguisme, polyglossie. Voilà, vous voyez, il y a les bilingues. On a la glossite, l'inflammation de la langue, la glossotomie, c'est l'ablation de la langue. Et on Donc, si finit pourrait par le faire- glossaire. Et le glossaire, le vocabulaire, l'ensemble du vocabulaire. Merci beaucoup, langue. Guillaume. Dernière question en 3 secondes. On a pris du retard à notre invité, le professeur Fanton. Que pensez-vous de cet homme-là? Quand je vous dis 3 secondes, c'est difficile, hein, mais...
Il a l'air sympa. Ah ben moi je trouve que vous en sortez très bien, puis ça nous arrange. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Merci à vous. encore à Guillaume et nos autres invités. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Très belle journée sur France 3.